l'invitation. Après le premier cours qui s'intéressait à une introduction générale au module, enfin au concept d'économie numérique, on se retrouve une nouvelle fois pour le deuxième cours de cette série de cours du module ENVS, économie numérique et veille stratégique, qui va concerner les modèles économiques qu'on peut trouver dans l'économie numérique, justement. Donc, sans plus tarder, voyons ensemble le sommaire de cette partie-là. Euh, dans le plan du module, nous avons dit que l'économie numérique était constituée de 5 cours. Chaque cours fait à peu près 2 heures et 5 vidéos. Nous avons déjà vu l'introduction de l'économie numérique. Maintenant, nous allons voir les modèles économiques dans le domaine du numérique. Certains étudiants se sont plaints de la qualité du son. Je vais essayer d'augmenter un peu mon volume, de crier un petit peu pour essayer d'avoir une meilleure qualité sonore. Et je m'excuse par avance si cela ne marche pas très très bien. Mettez à fond vos volumes dans vos écouteurs et au pire, vous pouvez essayer aussi de télécharger la vidéo, de l'écouter avec VLC. Vous pouvez atteindre des volumes de 120. Bref. Le plan de ce deuxième cours, nous allons déjà les objectifs, quels sont-ils? Nous allons essayer de comprendre les différents modèles économiques qui seront appliqués aux entreprises du numérique. Quand vous allez opter pour la création d'une entreprise numérique, il est clair que les modèles économiques qui vont graviter autour seront différents des modèles économiques qu'on voit, vu qu'il y a l'aspect communication avec Internet, réseau, etc. Et vu aussi que le type de bien qu'on va vendre est intangible, immatériel, on ne peut pas le toucher. Par conséquent, les modèles économiques qui gravitent autour de ces biens intangibles, qui sont très souvent des services, seront bien particuliers et différents des modèles économiques qu'on voit. Vous allez acheter quelque chose de physique quelque part chez un commerce classique. Nous allons analyser ensemble les avantages et les inconvénients de chaque modèle et identifier quelques exemples concrets de ces modèles en action. C'est-à-dire qu'on va voir qui utilise le modèle économique en question et comment il le fait. Nous allons voir qu'il y a en réalité 4 modèles économiques généraux. Et dans le plan du cours ici, vous voyez très bien, bon, après l'introduction au modèle économique, nous allons voir le modèle basé sur la publicité. C'est le modèle le plus ancien, c'est-à-dire que lorsqu'Internet a commencé, pas le plus ancien, l'un des plus anciens, on va dire. La première source de revenus possible était de mettre des bannières sur son site web et utiliser les clics des utilisateurs pour être rémunérés par les annonceurs. Ceux qui veulent faire de la pub, les entreprises qui veulent faire de la pub, des annonceurs. Et votre site sera un espace publicitaire que vous allez louer. Donc, vous connaissez tous ce système. Vous avez déjà vu dans les sites en naviguant les pop-up, que la pop-up a disparu. Et celui qui l'a inventé, il a dit c'est la pire chose que j'ai créée de ma vie. Il a raison. Nous allons par la suite voir le modèle basé sur les abonnements et l'accès payant, qui est de type Spotify, Netflix et bien d'autres. On va voir aussi un modèle qui est très en vogue, qui est très très intéressant et très lucratif, c'est l'économie de la plateforme et de l'agrégation. Puis au final, nous allons voir ensemble les modèles hybrides et quel est le futur du modèle économique pour les entreprises du numérique. Évidemment, là, on va faire une petite introduction au modèle économique et numérique. Voilà, donc on est dans la première partie de ce cours-là. Lors de cette sous-partie, on va voir ensemble la définition de ce qu'est un modèle économique numérique. Quelle est l'importance de bien choisir son business model, parce que si tu te trompes dans le business model, tu peux couler la boîte. Et quel lien y a-t-il entre le modèle économique et la proposition de valeur, c'est-à-dire que la création de richesse en réalité. Commençons par une définition. Un modèle économique numérique fait référence à la manière dont une entreprise génère des revenus et crée de la valeur à travers des activités en ligne ou des technologies numériques. Tout simplement, un modèle économique nous renseigne sur comment gagner de l'argent, tout simplement. Le modèle économique, c'est comment je gagne de l'argent.
Il s'agit d'une approche structurée pour concevoir, mettre en œuvre et gérer une stratégie commerciale en ligne. Évidemment, lorsqu'on parle de gagner de l'argent, on parle de commerce. Et pour gagner de l'argent de manière optimale, il faut avoir une stratégie commerciale. Et puisque tout se fait sur Internet, donc ce sera une stratégie commerciale en ligne. Il s'agit d'une approche structurée donc, pour avoir une stratégie commerciale en ligne. Voici quelques éléments clés qui vont définir le modèle économique. Quelles sont les sources de revenus numériques? Qu'est-ce qui va nous apporter de l'argent? Comment on va utiliser les technologies numériques pour avoir ces sources de revenus? Comment automatiser et faire évoluer certains process de ma boîte pour pouvoir augmenter et optimiser le flux de revenus qui arrive? Et comment faire en sorte que je sois en innovation continue afin de ne pas être dépassé par la concurrence et garder un flux assez constant, d'entrée d'argent. OK. Donc ici, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une source de revenus numériques. Dans tous les modèles économiques, on va se concentrer sur la génération d'argent en ligne. On fait la génération de revenus, gagner de l'argent en ligne. Cela peut inclure la vente de produits ou de services en ligne, la publicité en ligne, les abonnements, les transactions électroniques, les commissions sur les ventes, etc. Donc il y a diverses manières d'avoir des ressources, des revenus en numérique. Et on va les détailler une à une. Comment utiliser la technologie pour gagner de l'argent? Les entreprises qui adoptent des modèles économiques numériques vont s'appuyer sur la technologie numérique telle que Internet, les applications mobiles, les plateformes en ligne, les réseaux sociaux, le big data, l'IA, etc. pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Donc, vous êtes tous des étudiants qui sont nés dans les années 2000. Vous êtes baignés dans cette culture de la technologie numérique. Et pour la plupart, vous êtes au courant que il y a une possibilité de gagner de l'argent en ligne, peut-être que certains d'entre vous le font. Donc, vous savez très bien que Internet permet de gagner de l'argent. Les applications mobiles aussi de permettre, les plateformes en ligne, il va de soi. Beaucoup utilisent les réseaux sociaux pour faire du business. Les entreprises les plus en pointe utilisent le big data pour essayer de faire l'essence d'une information à partir d'une très très grande source de données et lui donner une valeur et la revendre aux clients intéressés. Et depuis quelque peu, il y a l'IA. Vous savez, vous connaissez tout ChatGPT par exemple, dans sa version 4 qui est payante, qui est très très puissante, beaucoup de gens l'utilisent et je pense qu'il commence à être rentable. Ils ne sont pas très 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 rentables. OpenAI qui a créé l'IA, ça consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais il commence à devenir à être rentable, ça devrait gagner de l'argent. Donc, comme vous voyez, il y a des modèles et chaque année, il y a des modèles, enfin, chaque année, périodiquement, il y a de nouveaux modèles économiques qui apparaissent pour gagner de l'argent en ligne. Automatisation et évolutivité. Les modèles économiques numériques sont souvent caractérisés par l'automatisation des processus. Ils peuvent atteindre une large échelle grâce à des technologies automatisées, ce qui les rend rentables même avec un grand nombre d'utilisateurs. Comme vous savez, lorsque on propose des services en ligne avec du paiement électronique, on va prendre le cas de Netflix par exemple, qui a, semble-t-il, à peu près 100 millions d'utilisateurs. Il est évident qu'il n'y a pas un humain qui est en train de traiter les 100 millions de paiements. C'est tout à fait automatisé. Il y a un algorithme qui, chaque mois, va prélever chez les 100 millions d'abonnés une petite quantité d'argent et qui la fait transférer vers le compte de la boîte de Netflix. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire manuellement, parce que ça, c'est impossible de faire manuellement la captation de 100 millions de valeur d'abonnement à 20 ou 10 euros et de les transférer manuellement sur le compte de l'entreprise. Tout ça est automatisé et c'est automatisé grâce au fait que l'argent est devenu non matériel numérique et qu'il est possible d'effectuer des transactions automatisées en ligne d'argent d'un compte à un autre. Donc, toutes ces grosses boîtes gèrent automatiquement les abonnements et les paiements, etc. C'est très, très, ça facilite la vie, mais lorsqu'il y a un problème, ça devient compliqué de le régler. Si par exemple, une entreprise vous prend un peu trop d'argent,
ça devient très difficile de récupérer son argent parce qu'on n'a pas affaire à un humain qui s'est trompé, mais on a affaire à des algorithmes. C'est très difficile de prouver, etc., qu'il y a eu un surprélèvement, quelque chose comme ça. Voilà, donc l'automatisation est très intéressante au niveau macro, mais dans des très rares cas, ça devient un gros problème pour pouvoir faire fonctionner les assurances et récupérer son argent. Euh, une économie numérique doit toujours être axée sur l'innovation parce qu'il y a toujours des clients, des concurrents qui apparaissent, qui vont proposer des nouveaux modèles, etc. Donc, c'est le but même de la veille stratégique qu'on va voir dans la seconde partie. Il faut toujours surveiller ce que font les autres, ce que font les autres, et innover en continu pour pouvoir rester, comme disent les jeunes, à la page. Les entreprises qui réussissent dans l'économie numérique sont souvent axées sur l'innovation. Elles sont prêtes à explorer de nouvelles idées et à s'adapter rapidement à l'évolution des besoins des clients et des technologies. Personnalisation, ouais. Maintenant, pour faire, il y a un nouveau concept de personnalisation poussé pour les clients qui commence à apparaître et qui est la concurrence. Là aussi, de nombreux modèles économiques numériques cherchent à personnaliser l'expérience pour chaque utilisateur. Cela peut inclure des recommandations de produits basées sur le comportement de l'utilisateur, des offres spéciales ciblées, une communication personnalisée. Bon, on le voit très bien avec les publicités sur Facebook. Si vous faites une recherche assez particulière, vous allez être inondé par Google et par Facebook par des produits qui gravitent autour de votre recherche. Tellement bien fait que souvent, on a l'impression que notre téléphone nous écoute. C'est-à-dire que on a l'impression que Facebook ou Google devine ce qu'on veut et souvent on croit que c'est à cause de l'écoute passive qui se trouve dans les téléphones. Le téléphone nous écoute, mais en réalité non. En réalité, ce qui se passe, c'est que Google et Facebook ont un profilage tellement puissant dans nos activités que ils arrivent à deviner ce qu'on veut et à nous le proposer pour essayer de maximiser la vente par le moyen de la publicité. On peut voir aussi Spotify qui, après que vous ayez écouté 3 4 musiques, arrive à créer votre profil et à connaître quels sont vos penchants musicaux et à vous proposer toujours des musiques qui vous plaisent. Même chose pour YouTube qui va toujours vous proposer des vidéos qui vont dans votre, dans votre profil, enfin, qui vont correspondre à votre profil, à vos hobbies, à vos envies, à ce que vous voulez écouter. Bien sûr, cela ne va pas sans un effet collatéral qu'on appelle la bulle technologique, enfin la bulle sociale. C'est-à-dire que ces réseaux sociaux vont nous enfermer dans ce qu'on veut voir et ils vont nous enfermer dans une bulle de ce qu'on appelle un biais cognitif j'ai oublié comment il s'appelle, le biais cognitif, où on croit avoir raison parce qu'on voit toujours ce qu'on pense vrai sur nos vidéos. C'est-à-dire que si vous croyez que la Terre est plate et que YouTube détecte que vous êtes ce qu'on appelle un platiste, YouTube va vous bombarder de vidéos euh, autour de la Terre, de la Terre plate et vous aurez l'impression, à travers les vidéos que vous voyez, que tout le monde pense comme vous parce qu'il n'y a que ça qui apparaît sur votre compte, ce qu'on appelle le biais de confirmation. Donc, on est dans un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation. C'est l'un des problèmes qui existent lorsqu'on va trop personnaliser l'expérience pour l'utilisateur, c'est on va l'enfermer et il ne pourra pas voir qu'il y a autre chose que ce qu'il veut ou ce qu'il pense parce que l'algorithme est beaucoup trop puissant dans sa méthode d'emprisonner l'utilisateur dans ce qu'il veut voir. Voilà. Et justement, cette personnalisation poussée a pour but l'engagement des utilisateurs. C'est ça qui va pousser YouTube, Google, Facebook à vous enfermer dans des bulles sociales. C'est pour obtenir un maximum d'engagement de votre part. Si YouTube vous montre quelque chose de différent de ce que vous voulez voir, il prend le risque de vous montrer quelque chose que vous n'aimez pas. Et il ne veut pas prendre ce risque, YouTube. Il ne veut pas prendre ce risque pour éviter que vous vous désengagiez, c'est-à-dire que vous quittez la plateforme. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'à force de piéger les personnes dans une personnalisation poussée afin d'avoir leur engagement dans les plateformes,
on les enferme dans des bulles. Et moi, personnellement, je crois que ça contribue beaucoup à la polarisation mondiale qu'on voit, que ce soit politique ou économique ou religieuse. Voilà. L'engagement des utilisateurs, la création de valeur dans les modèles économiques numériques repose souvent sur l'engagement des utilisateurs. Les entreprises cherchent à fidéliser les clients en fournissant des expériences positives et en répondant à leurs besoins. Alors, c'est pas toujours positif, les jeunes, hein. Toujours répondre aux besoins du client n'est pas positif. Tu vas l'enfermer dans des préjugés et tu vas renforcer son biais cognitif. Euh, et il va croire que tout le monde pense comme lui et qu'il a pas de monétisation de la donnée. Certaines entreprises numériques monétisent les données collectées par les utilisateurs en les utilisant pour personnaliser les offres, la publicité ciblée ou les vendre à des tiers, en les vendant à des tiers. Donc, inutile de préciser cela. YouTube, et plutôt Facebook, a carrément profilé le milliard d'utilisateurs qui est sur son réseau. Facebook sait très bien, même si vous ne le dites pas directement, c'est très bien quel âge vous avez. Bon, comment vous vous appelez, ça, c'est pas intéressant pour lui. Comment vous vous appelez n'est pas intéressant pour lui. Mais ce qui est intéressant pour lui, c'est quel est votre sexe. Est-ce que c'est un homme, une femme? Quel est votre âge approximatif? Quels sont vos centres d'intérêt? Qu'est-ce que vous préférez voir? Quels sont vos sports préférés? Quels sont vos films préférés? Qu'est-ce que vous aimez manger? Où est-ce que vous aimez partir? Tout ça est intéressant pour Facebook. Pourquoi? Tout simplement pour créer de vous un profil. Et ce profil-là va être vendu. C'est-à-dire que si vous aimez les motos, Facebook va vendre votre profil aux annonceurs qui vendent des motos, par exemple, des pièces de rechange de motos. Par conséquent, Facebook va assurer aux annonceurs qui veulent faire de la publicité de leurs produits qu'elle va leur donner des profils spécialisés et qui sont exactement dans la bulle de leurs produits. C'est-à-dire que si par exemple on prend une méthode traditionnelle de publicité, par exemple les grandes affiches publicitaires qu'on voit dans les routes, dans les rues, dans nos villes, ce genre de publicité n'est pas très efficace parce que quand tu fais une publicité comme ça, tu es en train d'afficher un produit à tout ce qui passe. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites la publicité d'un shampoing pour femmes, il y aura des centaines de personnes qui vont passer et seulement, par exemple, 40% des personnes seront intéressées par votre produit qui est le shampoing pour femmes. Là, sur Internet, on ne peut pas se permettre d'afficher à tout le monde, à tous les utilisateurs d'Internet, une publicité. Ça coûte trop cher et ça coûterait, et l'espace visuel numérique de la personne n'est pas infini et son temps de cerveau n'est pas infini. Par conséquent, si les annonceurs veulent faire des économies, s'ils ont un produit, ils doivent en faire en sorte de montrer la publicité qu'aux personnes que le produit intéresse et pas d'autres personnes. C'est-à-dire que là, on est dans un système où il faut un profiling assez poussé pour pouvoir toucher la personne qui est concernée par le produit. Et c'est justement ce que fait Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Google aussi. Ils donnent la garantie aux annonceurs que leur publicité va s'afficher chez les personnes que ça intéresse. Et en faisant cela, ils vont multiplier, ils vont vraiment gonfler le taux de réponse. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer à 1 million de personnes et avoir 100 réponses, tu vas juste envoyer à 100 personnes et avoir 100 réponses. C'est beaucoup moins cher et l'efficacité est beaucoup plus intéressante. Il faut aussi être flexible et agile. Les modèles économiques numériques sont souvent caractérisés par leur flexibilité et leur agilité à s'adapter rapidement au changement du marché, aux nouvelles technologies et aux préférences de consommateurs. Là, Internet, c'est très facile. Par exemple, si je devais changer, par exemple, imaginons que je fais une publicité dans un encart dans les villes, si je voulais changer cet encart, parce que par exemple, il y a un Ramadan qui est arrivé et que je faisais de la pub pour du shampoing, je vais faire de la pub pour de la pizza, il va falloir monopoliser beaucoup de gens. Il faut que ces gens-là, ces fonctionnaires, partent
au niveau des affiches publicitaires, les enlèvent manuellement et recollent. Ils enlèvent l'affiche du shampoing et recollent l'affiche de la pizza pour en parler. Et ça coûte en argent et en temps. Alors que sur Internet, c'est beaucoup plus simple, hein. Sur Internet, il suffit juste que tu modifies un fichier, la publicité et de refaire une campagne publicitaire sur place. Ça prend 10 minutes. En 10 minutes, vous changez de campagne publicitaire en étant flexible et agile par rapport au changement de ce qui se passe dans le marché. C'est-à-dire que quelquefois, la publicité qu'on fait devient inappropriée par rapport à un contexte, par rapport à un événement. Et il est très très important de pouvoir très rapidement modifier sa campagne publicitaire pour ne pas rester inapproprié, pour ne pas, entre guillemets, heurter le consommateur et rester dans une logique de captation de clients. Voilà, donc nous avons vu ensemble la définition. Quels sont les grands modèles économiques qu'il y a en ce moment sur Internet? C'est la publicité en ligne. Il n'y a pas un utilisateur Internet qui n'a pas été confronté à une publicité en ligne. Vous savez tous ce que c'est. Elle correspond au modèle de financement basé sur la publicité. Et le modèle d'abonnement, ça c'est type Netflix, Spotify. Chaque mois, vous payez une petite somme pour pouvoir accéder à un service, à un catalogue ouvert, plus ou moins ouvert, etc., de films, de chansons ou d'autres biens immatériels. Un service aussi. Il y a aussi le modèle de place de marché en ligne. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle de la plateforme. Par exemple, typiquement, c'est les sites web qui vont vendre des billets ou des chambres d'hôtel en ligne. Ça, c'est un modèle de plateforme où on peut aller acheter ce bien-là sur un marché interne qui est le marché de l'aviation, le marché de l'hôtellerie. Il y a aussi le modèle d'affiliation. C'est un modèle hybride car il peut combiner des éléments de plusieurs modèles. Ici, un peu par là. Et là, on va avoir un produit qui n'est pas classable ni dans la publicité, ni dans l'abonnement, ni complètement dans la plateforme. Il est à mi-chemin entre deux modèles et il devient difficile de classer. Dans ce cas-là, on dit qu'il est hybride. Voilà, j'ai fait rapidement un petit schéma. Nous voyons ici le modèle de la publicité en ligne qui ne va concerner que la publicité. C'est-à-dire que voilà, c'est très simple. Ici, nous avons le modèle de l'abonnement. Ici, nous avons le modèle de la plateforme. Et au milieu, vous voyez qu'il y a le modèle de l'affiliation et ce qui est aussi le modèle hybride. Donc, pour l'abonnement, on peut voir, c'est un modèle d'abonnement type Netflix, Spotify. Nous pouvons voir aussi le modèle de l'achat groupé et l'abonnement de box. L'abonnement de box, c'est un peu, par exemple, quand vous payez chaque mois 1600 dinars pour avoir la connexion Internet, ça, c'est un abonnement de box. Bon, notre box n'est pas très évoluée, elle ne propose pas beaucoup de services, elle ne propose que Internet pour l'instant. Mais dans d'autres pays, la box propose la télévision, propose la téléphonie vers l'étranger, elle propose pas mal de trucs. C'est un abonnement assez riche. Donc là, vous voyez que l'abonnement de box, il est à cheval. D'accord? On considère qu'il est plus ou moins hybride. Pour la plateforme, nous avons le marché en ligne, type Webkinis, type Jumia. Nous avons aussi des plateformes de réservation en ligne pour vols et hôtels, etc. Et nous avons aussi des modèles d'éducation en ligne, c'est-à-dire que j'ai déjà vu par exemple, je pense qu'il y a Nicool, vraiment mal choisi, je ne comprends pas comment ils ont choisi ce mot, de la part de Burrito, je pense, où ils ont tenté d'offrir une plateforme d'éducation en ligne, surtout avec le boom à cause du Covid. Là, on va proposer du matériel pédagogique en ligne et pourquoi pas carrément un enseignant à distance qui va aider qui va aider l'étudiant à progresser dans une matière bien précise. Elle est dans un modèle de plateforme, mais pas complètement. Elle est aussi un petit peu abonnement. Voilà, elle est plutôt. Voilà, si je devais la remettre, je la remettrais un peu au milieu ici entre plateforme, abonnement et hybride. Elle n'est pas vraiment, elle n'est pas vraiment classable. Voilà, en Europe, on a des modèles dedans, c'est-à-dire que on peut faire ce qu'on appelle des cagnottes pour aider quelqu'un dans son mariage, à déménager, par exemple, il est malade, il a besoin d'argent. On le voit beaucoup dans nos réseaux sociaux qui se font de manière primitive où quelqu'un met par exemple un compte CCP, vous dites voilà, j'ai besoin de 3 millions pour faire une opération.
s'il vous plaît, aidez-moi, ça c'est un modèle dedans, mais nous on le fait de manière assez primitive. On n'utilise que la publicité pour pouvoir accéder, pour pouvoir aider, pour que la personne puisse avoir l'argent. On n'utilise que la publicité. Alors qu'en réalité, on pourrait utiliser un modèle dedans où carrément on peut faire des virements bancaires à travers une plateforme, mais on ne peut pas dire que ce soit un marché. Donc elle est aussi plus ou moins hybride. Il y a aussi le crowdfunding. C'est quoi le crowdfunding? C'est le financement par la foule. Ici, il n'est pas rare de voir des plateformes qui vont proposer aux gens de participer à des projets. Les gens, par exemple, quelqu'un veut faire une nouvelle machine, un nouveau téléphone, par exemple, qui a une certaine particularité. Il dit, voilà, j'ai besoin de 300 000 $ pour faire ce projet-là. Il fait appel aux internautes, à la foule, pour l'aider à financer. En contrepartie, il va vous donner un peu d'argent et en contrepartie de ce que vous donnez, vous pouvez avoir certains goodies. Si vous donnez beaucoup, vous pouvez carrément avoir de produits lorsqu'il sera prêt. C'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Et aussi, à la frontière entre la plateforme et autre chose, donc il est plutôt hybride. Et après, on a des applications complètement hybrides. Affiliées. On a la blockchain et la crypto, on ne peut pas dire que c'est une plateforme, on ne peut pas dire que c'est un abonnement. Je parle de la blockchain en tant que blockchain. Je ne parle pas des plateformes du type Binance, etc. Non, non. Je parle de la blockchain en elle-même. Elle est plutôt hybride. L'application mobile aussi, on va considérer que c'est des hybrides. L'affiliation aussi est considérée comme un modèle hybride. Quelle est l'importance de bien choisir un modèle économique? Tout simplement, un modèle économique adapté est essentiel pour le succès à long terme. Sinon, la boîte coule, car il va déterminer comment l'entreprise va générer des revenus, comment elle va interagir avec les clients, et elle va positionner cette entreprise maintenant et dans le futur. Il faut savoir que c'est très difficile de modifier de modèle économique en cours de chemin, c'est un peu dur. Quels sont les trois aspects clés à prendre en compte pour choisir le modèle? Déjà, le revenu durable et croissance, le choix d'un modèle économique approprié garantit que l'entreprise peut générer des revenus de manière cohérente. Cela va permettre de financer des opérations, de développer de nouveaux produits ou services et de maintenir la rentabilité à long terme. Un modèle économique bien adapté va maximiser les opportunités de croissance car il répond efficacement aux besoins des clients et permet à l'entreprise de prospérer dans un marché concurrentiel. Voilà, donc choisir correctement son business model permet d'avoir de l'argent de manière constante au travers du temps. Et pourquoi pas de l'argent qui grossit avec le temps, c'est ce qu'on appelle la croissance. Il faut aussi bien choisir son modèle économique de manière à toujours pouvoir répondre aux besoins du client. Le modèle économique définit comment une entreprise crée de la valeur pour ses clients. Le bon modèle économique est aligné sur les préférences des clients. Il va offrir des produits et des services de manière plus appropriée. Cela favorise la satisfaction des clients, la fidélité de leur incitation à continuer d'interagir avec l'entreprise. L'adaptation du modèle économique aux besoins des clients peut se traduire par une augmentation de base de clients des revenus. Par exemple, si Netflix n'avait pas choisi correctement son modèle, qui est le modèle de l'abonnement, je vous le rappelle, on n'aurait pas pu avoir plus d'argent qui lui permettrait de faire plus de films. C'est ça le modèle de Netflix. Il y a de l'argent qui rentre, une partie de l'argent est réutilisée pour faire des films et des séries, et l'autre partie, c'est le gain des investisseurs et des actionnaires. Donc, avoir un bon modèle permet d'avoir de l'argent, et cet argent permet de créer du contenu et d'améliorer la plateforme ou le produit qu'on a, ce qui permet de toujours répondre aux besoins des clients. Pareil, si on prend par exemple le business model de Apple, même si c'est une entreprise classique, l'argent qu'elle gagne en vendant des iPhone 12 est utilisé pour prototyper l'iPhone 13. L'argent qu'elle gagne, non, en fait, ce qu'elle gagne avec l'iPhone 12, c'est pour l'iPhone 14 en réalité. Et l'iPhone 13, c'est pour l'iPhone 15, l'iPhone 14, c'est pour l'iPhone 13, etc. Mais il faut réinvestir une part des bénéfices pour pouvoir toujours répondre aux besoins des clients. Par exemple, Apple a créé un modèle où un client s'attend à un iPhone par an. Démentiel, c'est fou, au point où ils n'arrivent même plus à faire de nouveautés, de créer des téléphones encore plus novateurs, ça devient de plus en plus difficile. Ils jouent sur la batterie, sur la fiche jack, sur la fiche, sur la connectivité USB-C, etc. Mais toujours est-il qu'ils réinvestissent toujours une part de leur gain
créer les futurs modèles. D'accord? Donc, c'est pour toujours répondre aux besoins des clients qui est d'avoir un iPhone une fois par an. C'est dingue, c'est fou, mais ils arrivent à le faire. Voilà, donc il faut aussi avoir un modèle qui permet d'optimiser les ressources, ne pas gaspiller d'argent ni les ressources de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est-à-dire qu'un bon modèle permet de gagner plus d'argent et de perdre moins. C'est-à-dire que, parce qu'une entreprise, elle fait quoi? Elle vend, c'est vrai, pour gagner de l'argent, mais aussi elle doit acheter. Elle doit acheter des choses, par exemple des serveurs, elle doit acheter de la bande passante, elle doit acheter de la matière première si c'est une entreprise classique, etc. Un bon business model lui permet de augmenter l'argent qui rentre et de diminuer l'argent qui sort. C'est-à-dire que après, elle va gaspiller moins d'argent dans, dans- dans les achats qu'elle a, dans tout ce qui est passif. D'accord? Donc, un modèle économique bien choisi permet à l'entreprise d'optimiser ses ressources. Cela inclut la gestion efficace des coûts, la maximisation de l'efficacité opérationnelle et la concentration des activités qui génèrent le plus de valeur. Un modèle économique inadéquat peut entraîner des coûts inutiles, un gaspillage de ressources et une faible rentabilité. En choisissant le bon modèle, une entreprise peut maximiser son potentiel de succès et s'adapter aux évolutions du marché et de la technologie. Absolument. Tu augmentes ce qui rentre, tu minimises ce qui sort. À la fin de l'année, tu as plus d'argent. Voilà. Quel est le lien entre le modèle économique et la proposition de la valeur? Ici, il faut savoir que le modèle économique et la proposition de la valeur sont interdépendants. D'accord? Si tu as un mauvais modèle, tu as une mauvaise proposition et vice-versa. La proposition de la valeur guide l'entreprise dans la création de produits ou de services attrayants pour les clients, tandis que le modèle économique détermine comment ces produits seront vendus et comment l'entreprise en tirera des revenus. L'alignement entre les deux est essentiel pour la réussite commerciale et la satisfaction des clients. Le modèle de la proposition de valeur sont liés par ces éléments. 1. Alignement sur les besoins des clients. 2. Génération de revenus. 3. Création de différenciation concurrentielle. 4. Optimisation des coûts, toujours. Donc, pour l'alignement sur les besoins des clients, la proposition de valeur doit toujours répondre aux besoins et aux désirs des clients. Elle doit décrire ce qui rend les produits attrayants et différents de ce que fait la concurrence. Le modèle économique doit être conçu de manière à soutenir cette proposition de valeur. Elle doit magnifier cette différence et cet apport en plus qu'il n'y a pas dans la concurrence. Par exemple, sa proposition de valeur met l'accent sur la personnalisation du produit. Le modèle économique doit inclure des processus et des technologies permettant cette personnalisation tout en maintenant la rentabilité. Voilà. Euh, pour la génération de valeur, toujours, on tourne toujours autour de la génération de valeur. Le modèle économique détermine comment l'entreprise va générer des revenus. On a déjà vu ça ensemble. On peut utiliser la vente directe, les abonnements, la publicité, n'importe quel modèle, mais on doit pouvoir générer de l'argent. Le modèle économique doit être cohérent avec la proposition de valeur, exploiter des caractéristiques qui la rendent unique et attrayante pour les clients. Par exemple, si la proposition de valeur repose sur l'accès exclusif à du contenu de haute qualité, le modèle économique peut inclure des abonnements payants pour accéder à ce contenu. C'est typiquement ce que propose YouTube avec YouTube Premium, par exemple. Création de différenciation concurrentielle. Ici, la proposition de valeur forte peut être un facteur de différenciation concurrentielle clé. Le modèle économique doit permettre à l'entreprise de soutenir cette différenciation en fournissant des avantages uniques et en délivrant la proposition de valeur de manière efficace. La combinaison d'une proposition de valeur distinctive et d'un modèle économique solide peut aider une entreprise à se démarquer sur le marché et à fidéliser ses clients. Comme je vous l'ai dit, il faut absolument proposer des choses différentes des clients pour pouvoir survivre et gagner de l'argent. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir un modèle économique qui le permet. Optimisation de coûts, donc on a dit, on grossit ce qui rentre et on diminue ce qui sort. Ça, c'est les coûts. Donc le modèle économique doit tenir compte des coûts liés à la prestation de la proposition de valeur. L'optimisation des coûts est essentielle pour maintenir la rentabilité de l'entreprise. Il peut s'agir de réduire les coûts de production, de distribution ou de marketing, tout en garantissant la qualité de la proposition de valeur. Un modèle économique inefficace peut compromettre la viabilité de l'entreprise en gaspillant beaucoup trop de ressources. Voilà. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette première partie. Je vous donne rendez-vous pour la partie 2 qui va concerner le modèle de la publicité et je vous dis à bientôt.